Bonjour et merci de choisir Lynx FM 91.00. Bienvenue dans et de Lynx ce mercredi 17 juillet 2019. Nous nous intéresserons au parti des démocrates pour l'espoir PADES et au rôle que ces dirigeants jouent dans la lutte contre le projet de nouvelle constitution. L'arrestation ce mardi 16 juillet de Sékou Koundouno, chargé de stratégie du Front National pour la défense de la constitution d'Omar Silla alias Fonike Mangué, un autre membre très actif de cette plateforme, démontre à suffisance que le pouvoir d'Alpha Condé n'entend pas du tout baisser les bras face à ce projet. C'est comme si la chasse aux sorcières est maintenant lancée, conformément donc aux injonctions de Sanusi Bantamasso et d'Amadou Damaro Camara. Ces deux responsables du RPG Arc-en-Ciel avaient réclamé la tête de tous ceux qui combattent la nouvelle constitution. Ils l'avaient demandé de les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et voilà une fois encore, pour une simple affaire d'impression de t-shirts et de port de t-shirts bien fins des citoyens guinéens sont arrêtés. Pour parler de cette actualité, bonjour Dr Ousmane Kaba. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, actualité oblige, nous partons avec cette arrestation de Fonike Mangué et Sékou Koundouno, des membres très actifs de votre front. Écoutez, je pense que l'analyse a été bien faite par M. Diallo, qui est membre du PADES d'ailleurs, envoyé au FNDC. Donc, c'est une analyse complète. Aujourd'hui, nous sommes en pleine crise dictatoriale. La Guinée va doucement vers la dictature, mais évidemment, les Guinéens ne se laisseront pas faire. Je crois que le message est très clair. Dans un pays, on ne peut pas emprisonner ceux qui défendent la Constitution. Je rappelle à tous que la Constitution en vigueur est la Constitution de 2010. Défendre cette Constitution n'est pas illégal, c'est plutôt le contraire. C'est les autres qui devraient être poursuivis pour attentat à la Constitution, pour fraude à la loi, comme ça s'est passé dans beaucoup de pays. Je me rappelle très bien qu'au Burkina, tous ceux qui avaient défendu la Constitution lorsqu'il y a eu changement ont été interpellés pour attentat à la Constitution. Il ne faut pas l'oublier. En termes légaux, en termes purement de droit, lorsque vous changez une loi parce que vous n'avez pas pu atteindre l'objectif que vous visez, on appelle ça justement fraude à la loi. Donc proposer une nouvelle constitution dans le seul but de maintenir une personne au pouvoir, si c'est ça l'objet, et je crois que c'est le cas, c'est ce qu'on appelle fraude à la loi. Voilà. Alors, en faisant arrêter Fonike Mangué et Sékou Koundouno, le pouvoir n'est-il pas en train de donner un avertissement à tous ceux qui luttent contre ce projet de nouvelle constitution? Mais c'est clair que c'est une intimidation. Mais aujourd'hui, personne ne va accepter que des personnes qui sont en dehors du droit recolonisent la Guinée. Nous avons eu l'indépendance depuis 1958, on rappelle. Donc ce n'est pas aujourd'hui que l'on va accepter que certains Guinéens bâillonnent d'autres Guinéens. Au nom de quel principe, au nom de quel droit? Tous les Guinéens sont libres de s'exprimer. C'est un combat de longue haleine qui n'a pas été gagné par le professeur Alpha Condé. Il a trouvé ici que les Guinéens se sont battus depuis toujours. Et déjà, nous avons eu l'indépendance en 1958. Il ne faisait pas partie de ces gens. Et après, il y a d'autres Guinéens qui se sont battus avec lui-même pendant tout le régime du général Conté, le long régime du général Conté, pour arracher un certain nombre de droits. Et même tout militaire qu'il fut, celui-ci a concédé des droits. Je rappelle que c'est sous la gouvernance du général Conté qu'il y a eu la liberté de la presse, qu'il y a eu le multipartisme. On peut dire ce qu'on veut, mais au moins on a des actes positifs. Et je rappelle que maintenant, depuis 9 ans, la liberté, on n'a plus le droit d'avoir de nouvelles autorisations de radio. On n'a plus le droit de créer de nouveaux partis. Je me rappelle très bien que pour créer le parti PADES, il nous a fallu traîner le gouvernement à la Cour suprême. Nous avons la possibilité de le faire, mais imaginez des jeunes gens qui veulent créer un parti politique, ils ont le droit, d'après l'article 10 de la Constitution, ils ne pourront pas le faire s'ils n'ont pas cette capacité d'ester l'État en justice et jusqu'à la Cour suprême. Oui, mais quelle chance vous avez eu avec la Cour suprême et que vous ayez eu raison sur l'État? Mais ce n'est pas du tout une chance, c'est le droit.
Oui, mais certains ont certainement des l'article documents 10 là-bas. de la mais- Constitution est très clair. Tous les Guinéens ont le droit de s'associer, de créer des partis politiques. Et personne ne peut nier ce droit à des Guinéens. La Cour suprême a simplement dit le droit. Et je vous garantis qu'entraînant Koundouno et Fonike et M. Silla au tribunal, vous allez voir, les juges, ce n'est pas eux qui inventent la loi, ils interprètent la loi. Ils sont obligés d'interpréter la loi. Les juges vont dire le droit. Ils seront relaxés immédiatement parce qu'on ne peut pas emprisonner ou intimider des gens qui sont conformes à la loi de ce pays. Et je pense que tous les Guinéens, nous devons... Vous savez, la liberté, c'est une conquête globale. Il ne faut pas penser que c'est une affaire d'un parti politique. Ou d'un citoyen, c'est tout le monde. Voilà, ou d'un citoyen quelconque. C'est l'affaire de tous les Guinéens. Surtout quand ça concerne la Constitution. Tous les Guinéens. Mais merci. Agassimou l'a rappelé, on pose des questions. Qui a créé le FNDC? Est-ce que le FNDC a un agrément? Qui finance le FNDC? Écoute, ça, ce n'est vraiment pas leur problème. Les Guinéens ont le droit de créer l'association. Je rappelle que FNDC, c'est une association des partis politiques agréés, des syndicats agréés et des organisations de la société civile agréées. Voilà, c'est à ce niveau que se situe l'agrément. C'est comme la CODE, hein, c'est comme la convergence de l'opposition, mais je n'ai jamais vu l'agrément de la mouvance présidentielle, moi. Ça n'existe pas. Ce sont des partis agréés, comme le RPG Arc-en-Ciel ou d'autres partis qui constituent la mouvance présidentielle. Il n'y a pas d'agrément de la mouvance présidentielle. Il n'y a pas d'agrément de la CODE. Il n'y a pas d'agrément de l'opposition républicaine. Ce sont des regroupements des entités déjà agréées. Et c'est conforme à la loi. Alors, le financement, c'est... Voilà. Ben, Comment comme tous les partis politiques, comme toutes les organisations, c'est les membres qui financent. Les membres qui financent, hein. Les associations, ça voilà. aussi c'est légal. C'est tout à fait normal. Lorsque vous et nous, on s'associe dans une organisation, nous finançons ensemble. C'est tout. En fait, je pose la question pour que les gens comprennent que c'est des Absolument. questions que normalement la DPJ n'aurait pas dû poser à Sékou Koundouno et à Oumar Silla. Absolument. Vous savez que le Front National de défense de la Constitution, c'est l'ensemble des forces vives de ce pays. Ça composé pratiquement de plusieurs partis politiques, mais aussi des syndicats, des organisations de la société civile. Et ce sont les membres qui cotisent pour financer l'organisation, ce qui est tout à fait normal. Il n'y a aucun secret là-dedans. En fait, il y a aussi, je pense, ces questions financières sont posées parce que ces derniers temps, vous avez vu ces fake news qui disaient que c'est lourd. On a voulu raccourcir le débat du FNDC autour de ce débat politico-politicien entre le RPG et l'UFDG. C'est des faux débats, ça. Ce n'est pas l'UFDG, c'est l'ensemble des Guinéens qui se retrouvent au niveau du FNDC. Et c'est l'ensemble de ces Guinéens qui financent. Si on est curieux de chercher les financements, tous ces commis, ces directeurs et ces ministres voleurs qui se promènent avec beaucoup d'argent pour dilapider les ressources de l'État, c'est là qu'on doit faire des enquêtes. Avec l'affaire de la canne, notamment. Oui, pas seulement de la canne, mais toute cette campagne. Voilà. Un ministre qui dépense 20 millions, où il a pris cet argent? 20 millions de francs guinéens, même 100 millions, 200 millions, où ils prennent cet argent? C'est pas les salaires du ministre. Ce n'est que du vol. Le ministre a combien d'ailleurs? Donc attendez, parce que c'est sérieux. Oui. Je veux bien que les gens comprennent que chaque fois qu'un ministre ou un directeur, quel qu'il soit, dans une 4x4 volée, vient avec de l'argent volé pour aller voler des élections, c'est ce que j'ai appelé à l'Assemblée nationale les doubles voleurs guinéens. Qu'est-ce qu'un double voleur guinéen? C'est d'abord quelqu'un qui vole l'argent public pour aller ensuite voler les élections. Non, peut-être triple même parce que vous parlez de voitures aussi, vous parlez de véhicules. Mais véhicules et argent, tout ça c'est une parenthèse d'ailleurs, une parenthèse puisque vous l'avez ouverte, docteur Kaba, une parenthèse, vous l'avez ouverte, c'est pourquoi vous n'avez pas voulu continuer à siéger au Parlement? Écoutez, moi j'ai estimé et je l'ai expliqué ici dès l'entame que notre mandat était terminé. Et puisque notre mandat était terminé, c'était un mandat de 5 ans. Nous sommes là depuis 2013, on a commencé à siéger en janvier 2014. Donc en janvier 2019, le mandat de l'Assemblée nationale est terminé. Alors, c'est le peuple qui nous a envoyés à l'Assemblée nationale.
Donc dès que le mandat était terminé, moi j'ai fait une annonce officielle pour dire que je ne suis plus député parce que notre mandat est terminé. C'est après cette annonce que le président de la République a fait un décret pour proroger cette Assemblée nationale. Malheureusement, c'est illégal parce que ce n'est pas au président de la République de désigner des députés. Ceux que j'appelle des députés présidentiels sont périmés parce que ce n'est pas normal. C'est le peuple seul qui a le droit d'envoyer des députés parce que c'est un mélange de genres. C'est mettre fin à la séparation des pouvoirs. Vous savez qu'il y a 3 pouvoirs en démocratie. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, donc l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire. Ces 3 pouvoirs sont censés être complètement indépendants et c'est très important. Et ce n'est pas à l'exécutif de faire continuer à siéger l'Assemblée nationale. Ça n'a absolument aucun sens. Nous devons nous battre pour qu'il y ait des élections tout de suite. Malheureusement, à l'époque, j'ai été le seul député de la République de Guinée à renoncer officiellement et publiquement à siéger à l'Assemblée nationale. Les autres députés de l'opposition ne m'ont pas suivi. Ils auraient dû le faire. Parce que si nous-mêmes nous acceptons de faire glisser notre mandat, je me demande si en 2020 l'exécutif refuse de partir à la Kabila, et quelle légitimité nous allons avoir ça va être très difficile, pour parler. Parce que ces députés le peuple parlera à la place des députés. N'ont pas voulu renoncer aux avantages et aux salaires et aux divers avantages à l'Assemblée nationale. J'ai trouvé que c'est dommage et ça nous affaiblit tous les jours dans notre combat. Mais est-ce que vous avez écrit au ministère des Finances parce que pour ne pas qu'on utilise vos primes là-bas à d'autres fins, parce que vous n'êtes pas là-bas, mais votre argent viendra. L'argent peut tomber. Votre argent tombera chaque mois. Écoutez, on a vu avec Lansana Kouyaté qui n'a jamais siégé, mais après les gens avaient commencé à dire qu'ils vont commencer à grignoter. Écoutez, franchement, je ne me suis pas du tout intéressé à la question. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils font de cet argent, je ne me suis pas du tout intéressé. Voilà. On va revenir avec toujours le FNDC. Je rappelle que nous avons comme invité dans Œil de Lynx Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES. Alors, d'aucuns pensent que s'il y a aujourd'hui des problèmes au niveau du FNDC, c'est parce que vous n'avez pas déroulé encore toutes vos stratégies. Écoutez, nous sommes une organisation qui lutte pour un objet très précis, empêcher le 3e mandat. Je dirais à tout le monde que le FNDC est une organisation ad hoc. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une alliance électorale, c'est une organisation, un conglomérat de partis politiques, de sociétés civiles et de syndicats, des citoyens guinéens qui se regroupent pour dire non au tripatouillage de la Constitution. C'est l'unique objet. Je le répète souvent parce qu'il y a des personnes qui écrivent pour dire voilà, le FNDC n'a pas longue vie, c'est pas une alliance qui va durer dans le temps. Ça, c'est une prise de position complètement saugrenue parce qu'il n'a jamais été créé pour durer. Mais certains disent justement... c'est une organisation qui est créée pour résoudre un problème ponctuel et unique. Empêcher le tripatouillage de la Constitution, empêcher le 3e mandat et empêcher l'absolutisme en Guinée. Voilà, mais une fois que c'est fait, le FNDC disparaît de lui-même. Absolument. Mais d'aucuns disent également que depuis la signature de cette charte, c'est comme si les partis politiques qui ont des militants par ailleurs, membres du FNDC, avaient laissé le terrain aux acteurs de la société civile. Non, je pense que c'est une erreur d'analyse. C'est le simple fait que sur le terrain politique, les partis politiques sont en compétition. Nous sommes des partenaires et des compétiteurs. Ce n'était pas une bonne chose d'avoir un parti politique en train de gérer ce front. C'est la raison pour laquelle tout le monde s'est mis d'accord pour éviter la rivalité entre les partis politiques, de mettre la société civile pour gérer cette organisation. Mais les partis politiques participent activement à l'organisation. Et en termes de stratégie, comme vous l'avez dit, c'est tout à fait normal qu'on ne déroule pas une stratégie parce que c'est une organisation de lutte et il est maladroit de dire à l'avance voilà ce que l'on va faire. Oui. On va évoluer selon un agenda que nous aurons négocié entre nous et en plus, comme il s'agit d'organisations différentes qui ont des méthodes de lutte différentes,
un parti politique ne lutte pas tout à fait de la même manière qu'un syndicat, pas tout à fait de la même manière qu'une organisation civile. Il y a des petites nuances. Chacun va y aller selon sa propre méthode. Mais il y a une concertation, je peux vous garantir. Même si on ne parle pas aujourd'hui clairement de la stratégie, parce que dans un front, on n'étale pas sa stratégie au grand jour. Mais nous nous voyons régulièrement et nous coordonnons nos activités et nous ferons tout pour empêcher le tripatouillage de la Constitution et ce référendum sur une nouvelle Constitution qui n'en est pas une. Vous avez dit tout à l'heure que la justice dira le droit en ce qui concerne en ce qui concerne Sékou Koundono et Foni Kimangé, mais aujourd'hui on voit que cette justice elle est prompte à recevoir des journalistes. Et on a les convoquer des journalistes, pardon. Il y a Mohamed Bangoura de Mosaïque Guinée et Habib Marwan de Nostalgie qui sont déjà convoqués devant les tribunaux. Écoutez, lorsqu'on parle de la justice, il ne s'agit pas d'une entité unique, hein. C'est un ensemble de personnes, de juges qui sont différents. Il y en a qui aiment dire le droit, il y en a qui disent moins le droit, hein. Mais d'une manière générale, je pense qu'on peut faire confiance à la justice guinéenne. Dans le cadre, par exemple, de ce combat pour le Front National de Défense de la Constitution, vous avez remarqué que chaque fois qu'une affaire arrive à la justice, le droit est quand même dit, hein. Parce que la justice n'est pas que pourrie en Guinée, hein. Il y a vraiment des juges qui font de leur mieux pour dire le droit. Donc moi je suis contre cette manière de frapper l'ensemble de la justice en Guinée, puisque j'ai vraiment des expériences personnelles. Chaque fois que moi j'ai été en justice sur la base du droit, le droit a toujours été dit, hein. Voilà, donc chacun a sa perception. Mais je pense qu'avec l'aide de tous les Guinéens, la justice guinéenne est capable de dire le droit. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, avec nous dans Œil de Lynx, nous abordons les questions économiques. Alors, dans un décret diffusé à la RTG le 13 juillet, l'État a lancé un appel d'offres pour trouver un successeur à l'homme d'affaires franco-israélien Béni Streimens. On dit que c'est pour la reprise des blocs 1 et 2 du jugement de Fer Simandou. Que vous inspire ces nouveaux développements? Écoutez, nous avons eu trop de problèmes avec Simandou pour qu'on le fasse en catimini à la fin des mandats, du second et dernier mandat présidentiel. Je pense que les investisseurs devraient faire attention. Il faut maintenant attendre le nouveau président de la République en 2020 pour signer avec lui. C'est ça qui me semble beaucoup plus judicieux. Je ne connais pas les termes de la négociation, mais comme vous le savez, en 2011-2012, j'avais participé aux premières négociations sur Simandou avec Rio Tinto. Et pour ceux qui se souviennent, à la présidence, j'avais été le seul à dire qu'en réalité, Rio Tinto ne va pas continuer avec le projet. C'est une raison relativement simple et technique. À l'époque, vous savez que Rio Tinto fait partie des grandes entreprises de fer dans le monde. Il y a un oligopole. On parle d'oligopole, ce n'est pas tout à fait un monopole, mais il y a 2 ou 3 grandes entités, notamment Rio Tinto, Vale, BHP, Billington, qui sont les 3 grandes entreprises qui font le fer. Et le reliquat des 25%, parce que ces entreprises, elles faisaient 75% déjà. Le reliquat des 25%, c'était une multitude de petites entreprises. À l'époque, j'avais fait l'analyse économique que nous faisons en microéconomie sur l'état des marchés. Lorsque les 100 millions de Simandou devaient se verser sur le marché qui avait 1 milliard, ça fait 10% du marché, les prix allaient baisser et Rio Tinto allait perdre de l'argent. Ouais, c'est relativement simple. Au lieu de perdre beaucoup d'argent, Rio Tinto a préféré faire certaines dépenses, 50 millions, 100 millions de dollars par an, au lieu de perdre 250, 500 ou 1 milliard par an, et faire semblant de produire et ne pas faire le projet. C'est ce qu'on appelle geler les matières premières. Évidemment, j'étais incompris à l'époque, mais après tout le monde s'est rendu compte que j'avais raison. Rio Tinto n'avait aucune volonté de faire le projet Simandou parce que ce n'était pas dans son intérêt. À l'époque, vous étiez ministre, non?
Non, Conseil à la présidence. Conseil à la présidence. Ça des discussions stratégiques. Je n'ai jamais été ministre dans le gouvernement du professeur Alpha Condé. J'ai toujours été un conseiller sans pouvoir. Malgré toutes les tentatives, hein, oui, on peut le dire. et qui avait quand même des capacités d'analyse et qui pouvaient influencer un certain nombre de choses. Ces derniers temps, vous êtes beaucoup intervenu aussi concernant les mines en Guinée. Vous avez à dénoncer beaucoup de choses. Écoutez, j'ai toujours dénoncé la politique minière. En fait, la politique bauxitique, pour être précis, c'est l'une des grandes divergences que j'ai avec ce gouvernement. J'ai toujours dit que la bauxite ne va pas développer la Guinée. C'est le pacte colonial qui consiste à exporter les matières premières sans aucune transformation. C'est valable au niveau de l'agriculture, mais aussi c'est valable au niveau des mines. En fait, qu'est-ce qui se passe avec la bauxite? Aujourd'hui, pour nos auditeurs peut-être qui ne savent pas, c'est la bauxite qui doit être transformée en alumine et l'alumine en aluminium. Donc nous avons 2 étapes supplémentaires. Nous avons demandé qu'il y ait au moins des usines d'alumine au lieu d'exporter la bauxite qui n'est que de la terre rouge que l'on racle, que l'on met dans des camions. C'est très contre-productif. C'est une très mauvaise politique parce que d'abord ça détruit l'environnement, on va y arriver, mais la valeur ajoutée est très faible et ça crée très peu d'emplois. Il faut imaginer que venir prendre une terre rouge, mettre dans un camion, mettre dans un bateau pour envoyer ailleurs, et c'est ailleurs-là qui n'ont eux pas de bauxite, mais qui ont des usines d'alumine. Ce sont ces pays qui créent des milliers d'emplois. Pour transformer notre bauxite en aluminium. Voilà, l'alumine ne demande pas beaucoup d'énergie, c'est l'aluminium qui demande beaucoup d'énergie. Même pour un pays comme la Guinée qui n'a pas réussi à avoir beaucoup d'énergie, on peut faire au moins la transformation en alumine. Alors, ça crée très peu d'emplois, ça dévaste la nature. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays, certains gros producteurs de bauxite ont refusé, je dis bien refusé maintenant d'exporter de la bauxite. C'est le cas de l'Indonésie, c'est le cas de la Malaisie. Donc il y a une niche qui est apparue et c'est dans ça la Guinée s'est engouffrée en disant nous avons fait beaucoup de progrès, nous exportons maintenant près de 70 millions de tonnes de bauxite. Alors qu'auparavant c'était autour de 15 millions de tonnes de bauxite. Vous voyez, mais si vous regardez la rentabilité financière, regardez au niveau du budget de l'État. Vous verrez que la bauxite a très très peu d'impact sur le budget de l'État. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent pratiquement pas grand-chose. La seule entreprise qui paye ces taxes à l'État, c'est CBG. Et ce sont des taxes qui ont été édictées depuis le régime du président Ahmed Sékou Touré. En moyenne, la CBG paye bon an mal an près de 150 millions de dollars. Soit, pour simplifier, 10 dollars la tonne de bauxite. Les nouvelles entreprises qui sont là, il y a même une entreprise qui fait 3 fois CBG, qui fait 42 millions de tonnes. Allez-y voir combien cette entreprise paye dans le budget guinéen. C'est la SMB, c'est ça? C'est dérisoire. Ça ne fait même pas la moitié de ce que CBG a payé. Donc d'un côté, on est en train de détruire la nature. La région martyre de Bokeh, on est en train de la détruire. De l'autre côté, l'État ne gagne pratiquement rien de ces entreprises. Si ce n'était pas le cas, ça veut dire que l'État guinéen aurait suffisamment de ressources pour financer les routes. Aujourd'hui, il n'y a pas, depuis 9 ans, on n'a pas relié 2 villes en Guinée par un nouveau goudron. Ce gouvernement a été incapable de goudronner entre 2 villes en Guinée dans les 4 régions naturelles de ce pays. C'est quand même extraordinaire. Nous ne sommes même pas capables de mettre du goudron sur la seule route nationale Conakry-Kindia, que toute la Guinée emprunte. Conakry-Kindia. C'est extraordinaire. Il y a quand même le projet de donc, réhabilitation en matière avec le projet chinois. En matière de mine, l'exploitation telle que nous avons actuellement sur la bauxite ne rapporte pas d'argent à l'État, très peu. Regardez le budget de l'État, très peu d'argent. Et 2, ça crée très peu d'emplois. Ça ne crée que des emplois de chauffeurs. Oui, de chauffeurs.
Tous sont devenus des camionneurs. 2 ou 3. Il y a beaucoup de propriétaires de camions. On ne sait pas. Beaucoup de politiciens même. En tout cas, Dr Kaba n'a pas. Voilà, c'est la question que je voulais poser. Dr Kaba, avez-vous des camions là-bas? Dr Kaba n'a pas un seul camion, ni à Bouquet ni ailleurs. Je crois qu'on devrait interdire justement que ceux qui prennent les décisions publiques n'en profitent pour s'enrichir. Il y en a plein. Ils en profitent pour s'enrichir. C'est ce qui fait qu'on peut faire des mauvaises décisions pour le pays à la recherche de ses intérêts personnels. C'est la raison pour laquelle il devrait être interdit justement par les officiels de s'insérer dans ce genre d'activités privées et qui dénaturent la décision publique. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en termes d'environnement. On est en train de raser pratiquement tout le couvert végétal sur la région de Bokeh. Et c'est l'une des raisons pourquoi il n'y a pas de pluie à Conakry. Aujourd'hui, jusqu'au 30 juin, il n'y avait pas de pluie à Conakry. Et même maintenant, la pluie a été complètement réduite. Donc nous avons, c'est vrai, un réchauffement global dans le monde, mais c'est accéléré en Guinée à cause de ces exploitations minières et des exploitations abusives du bois. Moi, j'avais fait des suggestions très simples pour améliorer notre couvert végétal. Nous avions dit à l'époque qu'il faut éviter de faire la cuisine dans les grandes villes avec les bois de chauffe et avec le charbon. Ça détruit la nature. Il faut le remplacer par le gaz butane. Comme les autres pays le font, on peut faire des gaz butane beaucoup moins chers. Et si on veut que ça marche, il faut que le gaz butane soit moins cher que le charbon de bois. Et le bois tout court. Pour cela, il faut détaxer les importations. Après plusieurs années, on est finalement arrivé à le faire. Mais après combien d'années? Et deuxièmement, il faut subventionner quand c'est nécessaire. C'est ce qu'on fait au Mali, au Sénégal et ailleurs. Malheureusement, eux aussi, ils étaient obligés de le faire parce qu'il n'y a plus de bois. Ils ont tout coupé. Mais bien sûr, donc ce n'est pas parce qu'ils font une bonne politique, c'est par nécessité. Alors, la bonne politique serait que la Guinée fasse cette politique-là pendant que nous avons encore des arbres. À l'intérieur, ils font beaucoup de pas biogaz le faire après. Actuellement. Donc, il faut faire des biogaz, il faut faire des gaz butane, etc., surtout dans les grandes villes. Si vous faites dans les grandes villes, vous épargnez l'industrie du charbon et les gens ne vont pas se mettre. Et vous savez que fabriquer du charbon est aussi à l'origine de beaucoup de feux de brousse. Donc il faut aussi interdire les feux de brousse d'une manière générale avec la fabrication du charbon au pas. Mais en plus de ça, regardez, quand on construit à Conakry, une seule maison à étage, ça engloutit une forêt. N'est-ce pas? Beaucoup de bois. Voilà. Donc il faut que ce soit des échafaudages en fer. Alors pour cela, il suffit juste de prendre un texte, d'interdire les échafaudages en bois. C'est tout. C'est à cause de cela que la mangrove est partie. Avec de multiples constructions en Conakry, mais c'est une catastrophe pour la nature. Et dès qu'on va l'interdire, des milliers de Guinéens vont importer des échafaudages en fer, partout. Et tout le monde va construire avec ça. Il y aura le commerce de ces échafaudages, on va les louer, etc., etc. Au moins, ça va épargner notre couvert végétal, surtout autour de la mangrove. Et vous savez que quand il y a moins de mangroves, il y a moins de poissons, parce qu'il y a moins de multiplication. Sans compter les autres désastres écologiques tels que la raréfaction des pluies, tels que nous l'avons aujourd'hui à Conakry. Je rappelle à tout le monde que nous avons hérité de cette Guinée-là, de nos ancêtres. Si ils avaient agi comme ça, on serait aujourd'hui dans un désert. Et notre devoir, c'est d'entretenir le même pays pour que nos descendants, eux aussi, trouvent un pays où il fait bon vivre. Pour qu'ils puissent en profiter. Docteur Ousmane Kaba, faire de avec nous dans l'agriculture. il est le président du parti PADES. Alors, en un mot, quelle est votre analyse de la situation économique actuelle de la Guinée? Écoutez, moi je suis un professionnel de l'économie. Chaque fois qu'on me pose la question de la situation économique, je me dis, quel est le plus grand objectif de toute politique économique? C'est la croissance. La croissance. C'est l'augmentation du revenu. Est-ce que le revenu du Guinéen a augmenté? Très peu. Il y a 2 ans, on a eu un fort taux de croissance, mais c'est un taux de croissance qu'on ne pouvait pas soutenir parce que c'était justement l'entrée en production des grandes entreprises bauxitiques. Je vous avais dit, puisque ces entreprises ont déjà commencé, puisque la notion de croissance, c'est la richesse créée d'une année sur l'autre,
et que ce taux de croissance allait baisser et que ce n'est pas durable. C'est déjà le cas. Vous voyez qu'on on est retourné encore autour des 5% de taux de croissance. Voilà, donc la croissance forte de 9%, etc., c'est déjà du passé parce que c'était basé simplement sur l'entrée en production des grandes usines de bauxite. Ensuite, je vous avais expliqué ici que la croissance telle qu'on calcule ici, c'est le produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est la richesse produite à l'intérieur géographique d'un pays. C'est une notion géographique. Mais ça ne veut pas dire que ça appartient aux Guinéens. Dans les autres pays où nous avons suffisamment de statistiques, on calcule le produit national brut. La différence entre les deux concepts, c'est que le produit, la richesse créée à l'intérieur d'un pays n'appartient pas aux Guinéens. Pour savoir ce qui appartient aux Guinéens, il faut ajouter ce que les Guinéens ont eu de l'extérieur pour envoyer en Guinée et la partie qui appartient aux étrangers qu'il faut envoyer à l'extérieur. Si vous le faites, vous avez le produit national brut et vous vous rendrez compte que les Guinéens ne se sont pas beaucoup enrichis du tout. C'est pour cela, malgré le taux de croissance élevé, vous avez le niveau de vie des Guinéens qui n'augmente pas. Les gens se demandent pourquoi. Il est stagnant ou peut-être parce que simplement, le concept qui est utilisé par les économistes pour calculer la croissance dans nos pays, c'est le produit intérieur brut à cause du fait que les statistiques ne sont pas disponibles. Hein? C'est pour ça, c'est un concept approximatif pour saisir. Ça veut dire qu'on a des mauvais politiciens au ministère, des mauvais économistes au ministère de l'économie et des finances? Non, ça ne signifie pas nécessairement qu'on a des mauvais économistes, mais ça signifie simplement qu'on a une mauvaise politique minière. Et de l'autre côté, on n'a pas été capable de fouetter la croissance dans les grands secteurs porteurs de croissance économique. Comme l'agriculture. Comme l'agriculture, par exemple. Il y a eu des efforts, on a distribué les engrais, mais ce n'est pas suffisant. Je rappelle, et ça a toujours été l'erreur de ce pays dans le domaine de l'agriculture, depuis l'indépendance. Je rappelle que la Guinée, c'était l'un des plus grands pays agricoles avant l'indépendance. L'erreur du premier régime, qui était un régime socialiste, comme dans tous les pays socialistes d'ailleurs, il y a eu faillite parce qu'on s'est beaucoup plus préoccupé du consommateur que du producteur. Vous êtes un peu jeune, mais les Guinéens qui sont un peu plus âgés et qui m'écoutent savent ce qu'on faisait pendant la Première République. L'État importait du riz, de l'huile, des sucres pour distribuer à toute la capitale ici à Conakry. Il ne faut pas oublier que Conakry, c'est le débouché naturel des agriculteurs. Donc si vous prenez le marché des agriculteurs, vous importez le riz des autres pays, ça veut dire que vous enrichissez les agriculteurs des autres pays et appauvrissez les agriculteurs de la Guinée, sans compter le contrôle de prix, qui fait que celui qui faisait l'agriculture ne gagnait pas beaucoup d'argent, les normes, etc. C'est ça qui a tué l'agriculture guinéenne. Malheureusement, tous ceux qui sont venus après, personne n'a été capable de relancer cette agriculture, même encore aujourd'hui. Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que personne ne se pose la question de savoir combien l'agriculteur va gagner. C'est pour cela qu'il faut étudier les filières. Quand on veut avoir une agriculture performante, il faut commencer déjà au niveau de la semence et des centres de recherche, faire des semences qui ont une productivité beaucoup plus élevée. Il faut s'intéresser à la terre, faire les analyses pédologiques. Il faut aider le paysan à travailler la terre. Aider le paysan à travailler la terre, c'est envoyer des machines agricoles. Mais encore une fois, les machines agricoles ne suffisent pas. Il faut des pièces détachées. Il faut des écoles pour former les techniciens pour que quand il y a panne, qu'on ne soit pas au milieu de sa récolte, par exemple, et qu'on perde toute sa récolte. Ça m'est arrivé en tant qu'agriculteur, donc je sais exactement de quoi je parle. Donc c'est des machines sans pièces de rechange et sans mécanicien absolument, spécialiste. Absolument. Si ça vous arrive au moment où vous faites la récolte de riz sur des grandes superficies, comme moi je le faisais, 100 hectares, vous êtes mort. Et au bout de 3 semaines, vous n'avez plus de riz parce que tout le riz est tombé. Il va falloir aller chercher des villageois autour et ce n'est pas du tout facile. Voilà comment ça se passe. Donc, s'intéresser à la terre, la mise en œuvre de la terre, donc les machines agricoles, les écoles d'entretien et les pièces détachées. Ensuite, voir les problèmes des intrants, voir les problèmes de récolte. Il faut analyser les problèmes de post-récolte.
Par exemple, pour le riz, les machines qui permettent de passer du riz paddy au riz net, voir les problèmes d'ensachage. Et surtout, là on l'oublie toujours, voir le problème de prix à la vente qui permet aux paysans d'avoir de l'argent. Ça, c'est la filière du riz. Mais la filière de café, la filière de cacao, toutes les filières, tous les pays qui ont réussi à développer ces cultures, l'autosuffisance d'une part et les cultures de rente d'autre part, ce sont les pays qui ont été attentifs au fait que l'agriculteur doit gagner de l'argent. Alors, j'en profite pour dire ceci. Dans le domaine agricole, par exemple, si vous prenez la région forestière, certains font du café, du cacao et ils vendent à la Côte d'Ivoire. La plupart des Guinéens pensent que ça c'est une mauvaise chose, il faut vendre au port de Conakry, etc., etc. C'est de la très très mauvaise analyse économique. Tous les pays doivent chercher à exporter. Quel que soit le port où on exporte, c'est un plus pour la Guinée. Chaque fois qu'un paysan vend de Zéro Corée vend du café à la Côte d'Ivoire, ça correspond à une entrée de devises sur le territoire guinéen. Il revient avec le franc Je ne CFA. dis pas nécessairement à la Banque centrale, mais moi je parle en termes de balance de paiement. Le pays, comme un groupe, va recevoir beaucoup de francs CFA. Hein? C'est ça. Que ça passe à la Banque centrale ou pas, ça n'a aucune De toute importance. façon, ici, pour avoir le franc CFA, il faut aller au marché parallèle. Encore que. Vous permettez, parce que c'est une question souvent que les comptables ne comprennent pas, mais même les gestionnaires de la Banque centrale, beaucoup de gens ne comprennent pas, que ce n'est pas parce que l'argent ne passe pas à la Banque centrale que ce n'est pas bon pour la Guinée. Beaucoup de gens pensent que parce que ça ne fait pas les circuits officiels. Nous avons passé des années à lutter contre ça, ce qui est un non-sens d'un point de vue de l'analyse économique. Le paysan qui reçoit de l'argent, que ça passe à la Banque centrale ou pas, c'est la Guinée qui reçoit des devises. Voilà. Alors, pour que vous compreniez ça, ça veut dire que les gens de la région de Zéro Corée peuvent importer des biens et services de l'extérieur sans demander des devises à la Banque centrale de Guinée ici. Voilà. Donc, si ça réduit l'offre de la Banque centrale, ça réduit aussi parallèlement la demande de la Banque centrale. Et quand l'argent... Donc, des points de vue de l'analyse du pays, c'est la même chose. C'est la même chose. Moi, je suis un économiste, je ne suis pas un petit comptable. Docteur Ousmane Kaba, vous êtes aussi un agriculteur, hein, ça c'est bien compris dans vos explications. Écoutez, vous m'avez demandé s'il y a plus de prospérité en Guinée, je dis non. Parce que les Guinéens n'ont pas eu une augmentation substantielle de revenus. Et parce qu'il n'y a pas eu de création d'emplois. Vous savez, la croissance économique et l'emploi sont les deux variables, les deux objectifs économiques les plus importants. Est-ce que le revenu augmente? Est-ce qu'on a créé des emplois? D'ailleurs, les deux concepts sont liés. Parce que quand vous créez beaucoup d'emplois, c'est à travers le travail que le revenu va augmenter. Hein? On fait l'économie pour les êtres humains. C'est pourquoi souvent dans mes leçons introductives en économie, je dis que l'homme est sujet et objet de l'économie. Voilà, c'est nous qui travaillons, donc nous sommes facteurs de production, mais aussi nous sommes les bénéficiaires. Hein? C'est pour nous, c'est pour les hommes aussi qu'on travaille. Donc à la fois on est bénéficiaire et objet des facteurs de production. Donc les deux objectifs n'ont pas été atteints en Guinée. Aujourd'hui, on n'a pas une bonne croissance économique, c'est-à-dire une croissance qui enrichit. On a plutôt une croissance qui appauvrit et qui détruit la nature. Et de l'autre côté, on n'a pas été capable de créer beaucoup d'emplois pour les jeunes. Aujourd'hui, le chômage est plus élevé que jamais. Des milliers de jeunes gens qui sortent des écoles et des universités. Et je m'empresse de dire que ce n'est pas seulement parce qu'ils sont mal formés, parce que beaucoup de Guinéens font cette erreur. C'est parce qu'il n'y a pas d'entreprise en face aussi. Même si vous êtes très bien formé, s'il n'y a personne pour vous embaucher, il n'y a pas de petites et moyennes entreprises, il n'y a pas de tissu industriel pour offrir de l'emploi à nos jeunes, ça ne marchera pas. Donc voilà les deux éléments essentiels d'analyse pour vous dire que l'économie ne marche pas. Du reste, nous sommes avec un gouvernement qui n'est même pas capable de nettoyer la seule ville de Conakry depuis 9 ans. Malgré qu'il y ait un ministère dévoué à l'assainissement. Comment un gouvernement qui n'arrive pas à nettoyer une ville peut construire un pays? Conakry demeure encore la capitale mondiale des ordures, malgré toute la démagogie et tout ce qu'on en parle. C'est vraiment la preuve de l'incapacité notoire. Je rappelle qu'il y a des milliers de villes qui sont sur cette planète Terre. Et il y a des milliers de villes plus grandes que Conakry.
Comment ça se fait que nous, on n'arrive jamais à faire ce que les autres font? J'ai toujours dit que la Guinée est un pays paradoxal avec tout ce que nous avons comme potentiel, etc. Et nous avons encore des questions que tous les autres ont dépassées. Dans ce pays, tu n'entends parler que d'ordures. Tu n'entends parler que d'eau, que d'électricité. Ce sont des choses que tous les autres pays ont dépassées, même autour de nous. Voilà. Et j'ai entendu quelqu'un dire que bon, en 5 ans, on va dépasser la Côte d'Ivoire. J'ai rigolé jusqu'aux larmes. Et pourquoi Oui. Parce que pourquoi vous pensez que dans 5 ans, on va pas... Il n'y a pas d'indice qui montre que dans 5 ans, on peut dépasser la Côte d'Ivoire? Mais oui, bien sûr qu'on peut dépasser en termes d'ordure. De saleté, ouais. Alors, on va parler de... Si on veut parler de la Côte d'Ivoire, on est dans la CEDEAO. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de ces États d'aller à la monnaie unique ECO en 2020? C'est une belle histoire, cette histoire d'ECO. Et aussi, c'est une histoire paradoxale, elle est passionnante. Imaginez que l'ECO, c'est la monnaie que la CEDEAO a toujours voulu créer. D'accord? Mais l'histoire commence depuis la création de la CEDEAO dans les années 70. La première tentative de mise en place de l'ECO a été faite depuis 1983. Quels étaient les pays qui étaient à l'origine de l'initiative? C'était les pays comme la Guinée, les pays qui avaient leur monnaie nationale. C'était la Guinée, c'était le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, la Gambie, etc. Tous ces pays d'Afrique de l'Ouest qui avaient leur monnaie nationale. Hein? Et ce sont ces pays qui ont pris l'initiative, qui se sont regroupés dans le cadre de ce qu'on a appelé la ZMAO, Zone monétaire d'Afrique de l'Ouest. Et à l'époque, on imaginait que ce sont ces pays à monnaie nationale qui allaient créer l'ECO, et que plus tard, les pays à zone CFA, parce qu'il y avait les deux blocs, hein. Il y a 8 pays qui sont dans la zone CFA, monnaie héritée du temps colonial, avec une parité fixe avec l'euro et le franc français, ensuite l'euro. Et il y avait les pays qui avaient leur monnaie nationale, des pays comme la Guinée, le Ghana, etc. Donc au départ, l'ECO, c'était pour les pays de la ZMAO. Et on pensait que ces pays allaient faire l'ECO et que plus tard, on aurait fusion entre l'ECO et le franc CFA dans le cadre de l'ECO. C'était ça l'idée. Mais d'ailleurs, pour faciliter peut-être vos auditeurs, il faut montrer la différence entre les pays CFA et les pays qui ont leur monnaie nationale comme la Guinée. Les pays qui sont dans la zone CFA, leur avantage, c'est qu'ils ont une stabilité de la monnaie. C'est-à-dire qu'il y a moins d'inflation, grosso modo. Hein? Les pays qui ont leur monnaie nationale, leur risque, c'est qu'il y a trop d'inflation. Pourquoi il y a trop d'inflation dans nos pays? Parce que le président nomme le gouverneur. Le gouvernement a la possibilité d'influencer la banque centrale, d'imprimer de l'argent, de faire de la planche à billets. C'est qu'un gouvernement ne peut pas faire dans le cadre de la zone CFA ou de n'importe quelle union monétaire, puisque la banque centrale appartient à plusieurs pays en même temps. Aucun président ne peut ordonner envoie-moi de l'argent dans un pays où il y a une union monétaire. Ok? Donc, le gros danger pour nos pays à monnaie nationale, c'est l'inflation, parce qu'on fait de la planche à billets. L'avantage pour les pays CFA, on ne fait pas de la planche à billets. Ok? Maintenant, en termes d'inconvénients des pays CFA, c'est que c'est garanti par la France. On y met une partie, 50% des réserves au trésor français, qui en contrepartie garantit la valeur de la monnaie, donc la fixité par rapport à l'euro. C'est un désavantage, c'est un inconvénient. Pourquoi? Ça veut dire que la valeur de leur monnaie évolue en fonction des conditions de l'Europe, de l'euro, et non pas les conditions de ces pays africains. Donc l'inconvénient, c'est la perte de souveraineté. Oui. Économique, voilà, et monétaire. Voilà, monétaire, avec une connotation néocoloniale. Parce que c'est une monnaie héritée de la colonisation. Ouais. Et la monnaie a tendance à être surévaluée. La valeur augmente trop et ça pourrait pénaliser les exportations. Même si dans la réalité, un pays comme la Côte d'Ivoire exporte plus que la Guinée. Parce que la monnaie n'est pas le seul facteur des exportations. Ouais. Donc on peut faire la comparaison entre les deux systèmes. Mais alors, où est l'ironie? La grande ironie, c'est que les pays à monnaie nationale comme la Guinée, pour arriver
le Nigeria, etc., à avoir une monnaie commune, il y a des conditions préalables. Les critères de convergence. Voilà. Ces conditions préalables ont un nom barbare pour certains qu'on appelle critères de convergence. Mais c'est des notions très simples, je vais vous expliquer. Il y a 4 critères essentiels que tous les pays doivent satisfaire. Premier critère, c'est avoir un déficit des finances publiques, un déficit budgétaire inférieur à 3%. Pourquoi? C'est très simple. Parce que si vous avez un gros déficit, c'est-à-dire l'État dépense trop par rapport à ce qu'il gagne, le trou là, l'État va aller imprimer des billets de banque. Comme ça se fait. Hein? Donc, il faut de la discipline. C'est ça que ça signifie. Premier critère de convergence. Deuxième critère, il faut que le taux d'inflation baisse. D'abord à 10%, ensuite à 5%. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère de convergence, il faut que la dette soit inférieure à 70% du PIB. Évidemment, un pays qui est trop endetté va creuser aussi le déficit. Les deux sont liés. Okay? Quatrième critère de convergence, il faut que le pays ait des devises, des réserves pour plus de 3 mois d'importation. Voilà 4 critères de convergence que les pays doivent satisfaire pour pouvoir faire une monnaie ensemble. Je vous résume, les pays doivent être disciplinés. Disciplinés, c'est ça. Voilà. Tout ça, ça signifie simplement il faut être un pays discipliné. La Guinée. Pour faire ça. Parce que ça, c'est très important. Et d'ailleurs, avant de faire l'euro, vous vous souvenez, c'est les mêmes qu'on appelait critères de Maastricht. C'est les mêmes variables macroéconomiques. L'économie est la même chose. C'est une science. On a juste changé de nom. C'est les mêmes critères. À l'Europe, on les appelait critères de Maastricht. Ici, on les appelle critères de convergence. Je ne sais pas si ça a été fait à Lomé. On peut dire critères de Lomé, critères d'Abuja. Voilà, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, il faut que les pays soient disciplinés. Or, il se trouve depuis 1983, 1990, 2014, 2015, chaque fois, les pays de la CEDEAO repoussent. Parce que chaque fois qu'on voit les critères ne sont pas. C'est la Gambie qui avait, je pense que c'est la Gambie qui avait approché. Il y avait beaucoup d'indices. C'est la Gambie qui était proche. À des moments, les pays approchent, après 2 ans après, ça se détériore, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est en 2013 que les pays de la zone CFA se sont réellement intéressés à l'histoire de ZMAO et de la monnaie unique. Et alors, le paradoxe, c'est que ce sont ces pays CFA qui vont y arriver plus vite que nous. Naturellement, parce que déjà, ils sont habitués. Parce qu'ils sont déjà disciplinés. Voilà. Et parallèlement, il y a beaucoup de pression sur ces pays CFA actuellement, les souverainistes, parce que c'est réputé, c'est vu comme une monnaie coloniale. Et parce qu'en réalité, cette garantie de la France est une garantie virtuelle. Parce que les pays de la zone CFA doivent déposer 50% de leurs réserves pour garantir la convertibilité de leur monnaie en euros. Mais en réalité, ces pays ont toujours déposé tellement d'argent au trésor français que le trésor français n'a pas eu du tout à payer pour ces pays-là. Donc la garantie elle est plus virtuelle que réelle. Elle n'est pas réelle. Voilà. Elle n'est pas une garantie réelle. Vous avez subi quand même donc maintenant, les pays CFA ont pris conscience et disent, bon, puisque nous avons tellement de pression, on nous accuse d'avoir une monnaie coloniale, pourquoi on ne va pas changer le nom de notre monnaie, on va l'appeler ECO. Et techniquement, on ne déposera plus notre argent auprès du trésor français. Et puisque nous avons suffisamment de devises toutes ces années, il n'y a aucune raison que ça change. Voilà. Mais il y a des réticences. On a vu le Sénégal un peu réticent, docteur. Et c'est pour cela le président Alassane Ouattara, lui, il est prêt, qui est un grand spécialiste de la monnaie. C'était mon directeur à Washington, je vous rappelle. Je sais qu'on n'est pas du tout pour la fixité du taux de change. On est pour un taux de change qui s'adapte aux conditions du pays. On n'est pas du tout pour une néocolonie monétaire. Évidemment, je crois qu'il sera à la pointe. Il y a le Sénégal quand même qui était un peu réticent. On a vu les sorties de Macky Sall là, un peu. Je n'en sais rien parce que vous savez, les gens pensent que c'est un saut dans l'inconnu et que certains pays comme la Guinée ont eu des succès mais aussi des échecs. Des pays comme le Mali ont eu leur propre monnaie et sont revenus encore au franc CFA.
parce que simplement, c'est des pays qui ont mal géré, qui ont imprimé beaucoup d'argent. Vous savez, la maladie des monnaies nationales, c'est ça. Lorsqu'un gouvernement est fort, il imprime de l'argent. En réalité, les gouvernements qui ont leur monnaie nationale n'ont aucun intérêt à rentrer dans une zone monétaire. Même si tout le monde affirme le contraire. C'est pas parce qu'on dit on est panafricanisme, mais la réalité, c'est pas vrai. Parce que si vous continuez à prendre de l'argent à votre banque centrale, vous n'avez aucun intérêt à aller dans une union monétaire parce que vous n'êtes pas discipliné. Donc, suivons les gens, non pas ce qu'ils disent, mais ce qu'ils font. La Guinée sera-t-elle là? Est-ce que la Guinée sera au rendez-vous de l'écho? Voilà la grande question. Si c'est en 2020, si c'est validé. Ma réponse est non. Pourquoi non? Regardez, on est indiscipliné. Regardez la plage à billets. Ne serait-ce que pour cette campagne déjà de nouvelle constitution. Regardez les montagnes d'argent qui sortent. Il faut que je regarde les dernières statistiques de la Banque centrale. Mais je fais ça depuis tellement d'années. Donc je connais déjà. Même sans regarder les chiffres, je peux vous dire si ça marchera ou si ça ne marchera pas. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ça ne marchera pas pour la Guinée en 2020. Mais la Guinée ne sera pas prête pour aller à l'écho. On sera le seul pays à avoir le franc guinéen alors que les autres sont dans l'écho. Non, ils vont nous aider alors peut-être. Il y a d'autres pays aussi indisciplinés que la Guinée qui ont leur monnaie nationale. Mais un pays comme la Guinée-Bissau, quand même, ils sont dans la zone CFA. Ben, écoutez, à un moment donné, je me rappelle, j'avais fait des missions lorsque j'étais à la Banque centrale avec le gouverneur Yann Sané pour discuter. Ils avaient leur propre monnaie. Et on voulait même qu'ils se joignent à la Guinée, etc. Mais finalement, le principe du réalisme a tenu. Ils ont rejoint la zone CFA. Comme ça, ils ont moins de soucis de gestion monétaire. Voilà. Mais un pays dont on parle moins, qui a apparemment moins de soucis dans la sous-région, c'est le Cap-Vert. Sur le plan économique, on entend il y a une stabilité politique et économique. C'est un pays qui est relativement bien géré. C'est une question de bonne gouvernance. C'est tout. C'est tout aussi simple que ça. Docteur Ousmane Kaba avec nous dans Idreng, il est le président du parti PADES. Puisqu'on parle économie, il y a aussi cette volonté des dirigeants africains d'aller dans la logique de la zone économique de libre-échange. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on veut des grands marchés. On veut une intégration des marchés de la sous-région. C'est un effort qui a commencé depuis l'indépendance de tous les pays africains. Donc, ça signifie simplement libre circulation des marchandises à l'intérieur de la zone et avoir des tarifs communs aux frontières de tous ces pays. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un gros marché, ça facilite les investissements. Par exemple, si nous sommes dans une zone de libre-échange, un investisseur qui va venir faire une usine de ciment en Guinée va viser l'ensemble des marchés de l'Afrique de l'Ouest, pas seulement les marchés guinéens. Donc c'est en ce sens on dit que ça encourage les investissements. Évidemment, vous verrez, chaque fois qu'il y a unité économique, les pays les plus avancés sur le plan industriel sont les pays en pointe, parce que ces pays peuvent vendre plus facilement leur production. Si vous avez remarqué, vous verrez que la Côte d'Ivoire encourage beaucoup tous les regroupements sous-régionaux, parce que simplement l'industrie de la Côte d'Ivoire est en avance sur l'industrie d'un pays comme la Guinée. Si nous sommes dans la même zone économique, ce sont les usines ivoiriennes qui pourront nous vendre plus facilement leur production. L'inverse sera beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas d'usine. Donc il faudrait se battre pour en installer aussi chez nous. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle quand on a fait l'Union européenne, vous verrez qu'il y a une mise à niveau des pays les plus arriérés. Et l'Union européenne a donné beaucoup d'argent à des pays comme le Portugal, l'Espagne pour les mettre au même niveau que des pays comme la France ou l'Allemagne. Quand vous faites une zone économique unique, vous faites la libre circulation des biens et des personnes, eh bien les pays les plus pauvres vont exporter la main-d'œuvre et les pays les plus riches vont exporter leurs marchandises. C'est comme ça. C'est pas facile, hein? Docteur Ousmane Kaba, avec nous dans Idreng, on va prendre quelques SMS. Il y en a beaucoup, mais c'est des SMS qui posent déjà des questions que nous avions et à poser à notre invité à Bac sur Facebook. Baba Ali Moubari, je suis à l'Hérault, monsieur Dr Ousmane Kaba, je suis à l'Hérault, où votre parti compte maintenant beaucoup de militants. Dites-moi de façon claire et sans embâche que le combat de l'opposition guinéenne pourrait aboutir à l'alternance en 2020. C'est sa première question. Et puis, avec vous, l'opposition
vous ne vous entendez pas sur l'essentiel, vous êtes dominé par vos petites querelles d'ego, par des agendas cachés, par l'égoïsme, ce sont ses propres termes, moi ou rien du tout pour moi, rien pour les autres. Bon, je crois que il y a deux questions. La première, est-ce qu'il y aura l'alternance en 2020? D'après moi, oui. Moi, d'après mon analyse, d'ailleurs, c'est inévitable. Nous sommes à la fin du second et dernier mandat. Donc, il faut bien un renouvellement de la classe dirigeante de la Guinée. Et les Guinéens ont déjà rejeté même l'idée de tripatouillage de la Constitution sur toute l'étendue du territoire guinéen. Je pense qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de changement en 2020. Je suis persuadé qu'on va vers le changement. Ça, c'est la première question. Deuxième question, ils pensent que l'opposition est égoïste, divisée, etc. Moi, je pense que ce n'est pas du tout vrai. Enfin, en tout cas, ce n'est pas ce que moi je vois. Je vois plutôt une opposition où les gens se regroupent. Il y a différents groupes. Et le fait que chacun ait une ambition présidentielle est tout à fait normal. C'est comme dans tous les pays du monde. Mais ça ne signifie pas que l'opposition est divisée, affaiblie, etc. Au contraire, nous avons des regroupements comme la CORD, comme l'opposition républicaine. Aujourd'hui, on se retrouve tous dans le cadre du FNDC. Moi, je ne suis pas d'accord de jeter l'anathème. Et moi, je ne vois pas du tout cette animosité entre les membres de l'opposition. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai des bons rapports avec tous les leaders de l'opposition, des rapports très amicaux d'ailleurs. Donc vraiment, c'est pas comme ça. Moi, je vois la politique. Pour moi, la politique, c'est pas la haine, c'est pas l'animosité. Et même quand on a des divergences, même avec la mouvance présidentielle, j'ai encore beaucoup d'amis là-bas. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas sur un problème qu'on devient des ennemis mortels. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on apprenne le sens de la démocratie, c'est-à-dire avoir des divergences et être capable de coopérer, être capable de préserver la paix dans notre pays. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, président du PADES, avec nous dans de Lynx. Bonjour, c'est Elas Bouakar Teruel. Il dit qu'actuellement, quel est le revenu d'un Guinéen par jour? Quelle solution préconisez-vous pour que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité en Guinée? L'autre question, vous l'avez déjà répondu. Ouais, le Guinéen est très pauvre, ça dépend des statistiques, mais grosso modo, on est aux alentours de $500 par habitant par année. Donc, c'est un revenu pauvre. La Guinée fait partie réellement des 15 pays les plus pauvres de la planète Terre. C'est ce que je dis, malgré le potentiel que nous avons. L'autre question, c'est quelle solution pour que l'autosuffisance alimentaire soit une réalité en Guinée? Bon, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on prend la politique agricole, dans n'importe quel pays au monde, nous avons deux objectifs. Un, l'autosuffisance alimentaire. Deux, les cultures de rente pour des pays comme les nôtres, c'est-à-dire les cultures d'exportation, gagner beaucoup d'argent. On n'a atteint ni l'un ni l'autre en 9 ans. Ni l'un ni l'autre. Alors, si vous me demandez en une seule réponse, qu'est-ce qu'il faut pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, je vous répondrai ceci. Il faut que le paysan gagne de l'argent. Très simple. Ousmane Condé qui s'adresse à vous. Et, vous êtes fondateur d'université. Apparemment, l'université Kofi Annan et d'autres s'en sortent, mais la quasi-totalité des universités commence à être asphyxiée déjà par le fait que l'État ne vous fournit plus des ressources financières. Quel est l'avenir des universités privées en Guinée? Disons que son constat est correct. D'abord, il faut savoir que Kofi Annan est la toute première université en Guinée. C'est la première. Il n'y en a pas d'autres avant. On a été les pionniers de l'université privée en Guinée. C'est pourquoi j'ai fait beaucoup de combats à l'époque déjà. C'était bien avant le professeur Alpha Condé. C'était au temps du général Conté. Et pour nous imposer, et toutes les autres universités ont imité Kofi Annan. Pour le moment, Kofi Annan reste la plus grande. Et certainement, bon, c'est un peu, je ne veux pas apparaître comme fanfaron, c'est là où il y a vraiment la qualité de l'enseignement, puisque nous avons la reconnaissance du CAMES, par exemple, pour la faculté de médecine, et même l'ANAC qui vient de commencer en Guinée ici, parce que pour une fois, le ministère s'intéresse à son travail, qui est la qualité de l'enseignement, et non plus aux histoires de boursiers seulement.
sur 5 accréditations, Kofi Annan seul en a eu 2. Et chaque fois qu'il y a des concours, vous voyez les résultats. Donc, il a raison. Mais il faut savoir que Kofi Annan a commencé bien avant, 10 ans avant qu'on commence les problèmes de bourse. Donc vous êtes habitué, vous avez les reins solides, voilà. Vous résistez un peu à... Mais les autres ne résistent pas. Pas un peu, ouais, on résiste beaucoup d'ailleurs. Voilà. Parce que beaucoup de gens ont cru qu'en enlevant l'histoire de bourse, beaucoup ont visé Kofi Annan. C'était fait pour éteindre Kofi Annan. Il faut dire la vérité. Mais Kofi Annan a eu plus d'étudiants cette année que pendant la dernière année des boursiers. 2 fois plus d'ailleurs. C'est pour vous dire. D'abord parce que la qualité de l'enseignement, quand les parents doivent payer, ils font attention où ils envoient leurs enfants. Donc mieux vaut envoyer son enfant dans une université qui est la meilleure qualité et qui est reconnue aussi à l'international. Ne serait-ce que pour avoir des visas plus facilement, pour intégrer les autres universités dans le monde. Mieux vaut être dans une université connue. Voilà. Et deuxièmement, effectivement, comme c'est une vieille université par rapport aux autres, ça a des reins beaucoup plus solides. Il ne faut quand même pas oublier, et ça c'est une erreur que tout le monde fait en Guinée ici, il ne faut pas oublier la qualité des fondateurs. Moi je suis économiste, c'est mon travail ça, depuis 30 ans. Si quelqu'un arrive à faire ajourner Kofi Annan en 2 ans, ça veut dire vraiment, pour un spécialiste comme moi, que vous n'avez pas fait Arfa. Alors si ça me fait rire. Donc je pense que si c'était fait. Mais il y a beaucoup d'universités effectivement qui ont des problèmes. Ah oui, il y a beaucoup de facultés qui vont fermer. J'ai eu beaucoup de peine parce que n'oubliez pas que j'étais le président de la CRESUP. Oui. Et j'ai souvent chambre représentative de l'enseignement supérieur privé. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je regarde beaucoup d'universités privées en train de s'éteindre. Parce que l'État, encore une fois, l'État n'a pas les moyens de satisfaire la demande d'enseignement supérieur. Il semble qu'il y a des études d'université que je vais vous dire une seconde. Vous vous souvenez, quand on a voulu faire ça, il y a eu la propagande. Le ministre de l'enseignement supérieur est passé pour dire on va faire 4 grandes universités. On a montré à la télé les universités que l'État allait construire, les 4 universités dans les 4 régions naturelles. Où elles sont aujourd'hui? Il y en a pas. En chantier. Le chantier, c'est des histoires, ça n'existe même pas. Les chantiers sont là. Comme tous les autres promesses. Oh, écoutez, à Gamal, par exemple, c'est presque fini. Non, on a dit 4 nouvelles universités. Gamal a été construite depuis le président Ahmed Sékou Touré, paix sur lui. Et je pense qu'il faut arrêter de se vanter sur ce que les autres ont fait. Donc, il n'y a aucune université qui a commencé. Les 4 universités, c'était juste un argument. Mais ce que les gens oublient, c'est que les universités publiques qui existent, quelle que soit leur bonne volonté, il n'y a pas de place pour le flux des Guinéens. Pas du tout. Et aujourd'hui, les enfants sont en train de souffrir, on est en train de sacrifier une génération. Première chose. Mais deuxième chose, on dit on va être comme la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi, bon Dieu, on ne regarde pas ce que les autres pays font? La Côte d'Ivoire, malgré son avance sur nous, plus de la moitié des bacheliers vont dans les universités privées. L'État envoie plus de la moitié. C'est-à-dire que l'État envoie plus de personnes dans les universités privées que dans les universités publiques. Si la Côte d'Ivoire le fait, alors un pays comme la Guinée, qui n'a même pas d'université publique digne de ce nom, qui n'a même pas d'argent pour investir, c'est ridicule. Je pense qu'il faut arrêter d'inventer le monde. C'est un monde qui existe. Les pays les plus riches comme les États-Unis le font. Alors, un pays pauvre comme la Guinée qui n'a même pas d'argent et qui ne peut pas construire des universités publiques pour tous les enfants. Pourquoi ne pas encourager l'université privée? C'est simplement par pure méchanceté. Et pourtant, eux, ils envoient leurs enfants à l'extérieur, dans les universités privées des autres écoles. Tous ces ministres-là, y compris celui de l'enseignement supérieur, demandez où sont leurs enfants. Ils sont tous au Canada, au Maroc, etc., dans les universités privées des autres pays. C'est extraordinaire en Guinée. Je disais que quelqu'un récemment nous avait interpellé que l'État était en train de racheter certaines universités privées. Je ne sais pas si vous étiez au courant ou pas. Je ne suis pas au courant. Peut-être que ça existe. J'ai vu à la télé qu'il y a certaines écoles que l'État achète. En train de acheter. Mais l'État est un mauvais gestionnaire. C'est pourquoi on a cherché à privatiser pas mal de choses. C'est vraiment encore là une très mauvaise politique.
Au lieu d'encourager le secteur privé qui donne toujours une meilleure éducation. Je rappelle que le privé, même l'école privée, est toujours mieux que l'école publique. Pas seulement en Guinée, mais dans le monde entier. Dans le monde entier, encore une fois, la Guinée ne fait pas exception. Partout où il y a privé, c'est toujours mieux que le public. Dans tous les pays du monde, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, aux États-Unis, c'est pas la Guinée alors seulement. Alors que c'est le contraire qui aurait dû l'être. Mais bien sûr. Le public aurait dû proposer les meilleures offres voilà. en termes d'études, en termes de rentabilité aux élèves et étudiants. Avec nous, dans Aïe de Lengue, Dr Ousmane Kaba, il est le président du parti PADES. Nous sommes au terme de l'émission. Merci à vous tous qui avez envoyé vos SMS et vos réactions sur Facebook. Un mot pour la conclusion, Dr Ousmane Kaba. Encore une fois, la Guinée passe à côté des priorités. On parle d'éducation. Je reviens encore là-dessus. Notre pays est celui qui dépense le moins pour l'éducation de ses enfants. La Guinée ne dépense que 13% de son budget pour l'éducation de ses enfants, tous cycles confondus, de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, 13%. Les pays autour de nous, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, dépensent en moyenne 35% de leur budget. Donc c'est très important. La Guinée est le pays où l'éducation n'est pas du tout la priorité. Je ne parle pas des discours, moi je parle de la réalité. Je suis un économiste, je n'écoute pas les discours que les hommes politiques racontent, je regarde les chiffres. Okay? Donc aujourd'hui, la priorité de la Guinée, ce n'est pas l'éducation. Or, un pays qui veut préparer l'avenir doit s'attaquer à l'éducation de ses enfants. Le monde de demain est un monde trop complexe pour les illettrés. Les pays qui font les progrès, ce sont les pays qui éduquent leurs enfants. Ça, c'est un point très important. Aujourd'hui, la Guinée a un tournant parce que sur le plan économique, ça ne va pas du tout. Tous les jeunes pratiquement sont au chômage. Le gouvernement n'a pas été capable de créer des emplois pour des milliers et des milliers de Guinéens. Dans le domaine minier, on a demandé qu'il y ait des usines d'alumine. On continue à exporter massivement la bauxite. On continue encore le pacte colonial. Il n'y a aucun effort qui est fait dans ce sens. La ville de Conakry, on n'arrive même pas dans le domaine de l'assainissement à assainir la ville de Conakry. C'est une catastrophe. Et on nous rabat les oreilles avec cette histoire de 3e, 4e, 8e mandat. Et on va continuer les mandats dans l'obscurité, dans la ville sale et dans la médiocrité. Je pense qu'il faut être sérieux. La démocratie doit s'imposer en Guinée. On ne peut pas accepter que la Guinée soit prise en otage par un clan mafieux autour du chef de l'État qui ne font que voler l'argent public. Et c'est très important de le signaler. C'est pour ça que le président de la République lui-même ne s'est jamais prononcé pour cette histoire de 3e mandat. Il y a les businessmen du 3e mandat, il y a ces fonctionnaires véreux et ces ministres corrompus qui continuent à soutirer beaucoup d'argent et à s'enrichir sur le dos du contribuable guinéen. Donc ils vont avec l'argent public volé pour corrompre nos gens, au lieu de faire nos routes, au lieu de faire l'électricité, au lieu de faire l'eau. Il y a beaucoup de villes aujourd'hui où les femmes transportent de l'eau sur leur tête, sur des kilomètres et des kilomètres. C'est inacceptable. Aucune de nos villes n'a l'électricité. Hier, la ville de Cancan, les jeunes s'étaient révoltés parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ils sont allés jusqu'à préconiser la fermeture de EDG. C'est ça la réalité. Dans toutes les parties de la Guinée, c'est la même chose. Même à Conakry, ici, on n'a pas suffisamment d'électricité pour tout le monde. Alors, au lieu de s'attaquer à ces problèmes-là, on encourage ces fonctionnaires véreux qui volent l'argent public pour aller distribuer dans nos villes et nos villages et nos communes. Donc voilà, ma conclusion est que la Guinée doit se battre pour changer. Malheureusement, c'est la politique qui prend les décisions économiques. Donc en 2020, il faut que la Guinée change. Voilà. Eh bien, la Guinée passe à côté des priorités. Elle ne dépense que 13% de son budget pour l'éducation. Un pays qui veut préparer l'avenir doit s'attaquer à l'éducation de ses enfants. Et aujourd'hui, le pays a un tournant. Les jeunes n'ont pas accès à l'emploi. Les mines ne répondent pas aux normes. La ville de Conakry est la plus sale au monde et on nous rabat les oreilles. Avec ce 3e mandat, au lieu de faire des routes, de favoriser l'accès à l'eau et à l'électricité, la Guinée doit changer et les Guinéens doivent se battre pour parvenir à l'alternance en 2020. C'est en quelque sorte le message que livre Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES, que nous avons reçu ce matin dans Aide de Lynx.